Je vous coupe, Éric Brocardi, la préfète de Gironde va s'exprimer sur CNews et sur Europe 1 pour faire un point. On l'écoute et on poursuit nos échanges. Important, un feu dit convectif, c'est-à-dire un feu qui crée son propre vent et qui est donc immaîtrisable. Ça, c'est mercredi. Jeudi soir, il prend une importance plus forte. Il y a un phénomène un peu il se projette ailleurs. Et puis hier, 17h, ça change de nature. Je l'ai dit hier, ça change de nature. Ça devient un phénomène inédit et jusqu'à ce jour pas connu dans notre pays, puisque mais je vais donner dans un instant la parole au contrôleur général Vermeulen, ça devient un pyrocumulus nimbus qu'on appelle un orage de feu. Voilà, il va vous expliquer, vous montrer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Cette situation qui nous a obligés à nous réorganiser extrêmement vite, à réorienter les secours, puisque ce nouveau feu très important était orienté sur un axe ouest-est, c'est-à-dire qu'il progressait vers la métropole de Bordeaux, et ça nous a conduit cette nuit à organiser l'évacuation de 8 collectivités territoriales aux abords de la métropole et dans la première ligne de la métropole globalement jusqu'à la rocade qui marque le début de la ville dense, et à évacuer au cours de la nuit 57 000 personnes. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accepté de suivre nos consignes et qui ont accepté de partir. Nous savons que c'est compliqué, ce qui porte le total des personnes que nous avons évacuées pour protéger les vies, puisque c'est notre première priorité depuis mercredi, à 167 000 personnes. Voilà, je vais tout de suite donner la parole au contrôleur général. Je ne sais pas si on peut projeter les données. Non, alors il va au moins vous expliquer ce qui s'est passé rapidement. Allez-y. Très bien, donc merci Madame la Préfète. Donc je vous l'avais indiqué, mardi midi, un départ de feu qui en fait qui se passe dans un contexte de journée classée à risque très sévère. Ça veut dire que nous avions un maillage composé de 14 groupes d'intervention qui étaient prépositionnés dans le massif. Nous avions également, Madame la Préfète avait pris un arrêté pour classer en rouge le risque au niveau du massif pour limiter les activités et donc les départs de feu. Donc une arrivée sur les lieux très rapide, et à la différence de tous les feux sur lesquels, depuis le début de la saison, sur lesquels nous avons pu les stopper très rapidement, celui-là a pris de la puissance beaucoup plus rapidement et était toujours actif le mardi soir et le mercredi dans la journée. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à un certain nombre de questions. Quelle est la différence entre 2022 et cette saison? C'est qu'en fait, on a des feux qui sont encore plus dangereux et plus erratiques. Et notamment, une des caractéristiques qui se fait jour, c'est qu'en 2022, de manière générale, nous étions confrontés à des formes d'explosion des feux en fin de journée, pendant la journée, mais on avait des nuits qui étaient, je mets entre guillemets, relativement plus calmes et qui nous permettaient de faire un certain nombre d'actions. Dans la nuit de jeudi, nous avons eu, à la différence de 2022, une véritable explosion de ce feu le jeudi soir, et donc le jeudi dans la nuit, et ce qui nous a amené à devoir en pleine nuit réadapter complètement le dispositif, faire des défenses de points sensibles, alors même que nous ne pouvions pas bénéficier des moyens aériens, puisque la nuit ils ne peuvent pas voler. Donc vendredi matin, on avait pris une surface beaucoup plus importante et nous entamions la journée de vendredi avec des conditions une nouvelle fois très sévères. Nouveau facteur qui est intervenu, lorsque je fais une reconnaissance avec l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 33 vers 15h, la situation est défavorable, mais je dirais que nous sommes dans un schéma encore
classique et normal d'incendie tels que nous les connaissons dans le cadre des massifs dans la zone des massifs des Landes de Gascogne. En tout cas, nous l'avons identifié à 17h45. Nous avons en fait un feu qui va passer en phase convective avec la création d'un pyrocumulus, avec la particularité, c'est qu'en fait, il a un front, une base de 20 km. Du fait d'un vent qui vient de l'ouest, il se dirige vers la métropole. Donc, alerte par les sapeurs-pompiers de l'autorité préfectorale pour justement qu'il y ait les dispositions qui soient prises, notamment en termes de sauvegarde de la vie humaine, et donc un certain nombre de nouvelles évacuations qui doivent être prises rapidement par rapport à cette nouvelle situation. Mais la situation s'est encore dégradée, puisqu'aux alentours de 18h20, on observe que ce pyrocumulus est en train de se transformer en pyrocumulonimbus. Alors, c'est un phénomène qui n'a jamais été observé en France, c'est une première, et en fait, c'est une forme d'orage de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre de phénomène est amené à générer des éclairs en amont de l'arrivée de ce pyrocumulonimbus, mais également de provoquer ce que la littérature appelle des attaques de braise. C'est-à-dire qu'il va générer des braises en nombre très conséquent qui vont avoir forcément des impacts sur la population, mais également sur les maisons, mais également sur un certain nombre d'installations. Raison pour laquelle vous avez eu une montée en puissance très rapide des évacuations, parce que autre facteur difficile, c'est que du fait de la difficulté de pouvoir localiser exactement ce pyrocumulonimbus, d'ailleurs on ne connaît pas non plus sa vitesse de propagation. Donc il était très difficile pour l'autorité préfectorale et pour les forces de sécurité intérieure et pour le SDIS de conseiller sur le cadencement des évacuations. Durant la nuit, ce pyrocumulonimbus s'est déclassé à la faveur d'une augmentation de l'humidité qui n'était pas forcément prévue dans les prévisions météorologiques, et donc au fur et à mesure il s'est déclassé pour revenir sur un feu un peu plus normal entre guillemets, mais toujours avec une certaine force. Nous avons travaillé avec Météo France sur la caractérisation de ce phénomène. Donc je crois qu'il y a une fiche qui est jointe au communiqué de presse sur lequel vous aurez tous les éléments pour objectiver le fait qu'effectivement nous avons été confrontés à ce phénomène pour la première fois en France, mais qui fort heureusement s'est déclassé. Donc une fois que que ce phénomène a été réduit, derrière ça nous a permis d'avoir une action au sol beaucoup plus importante que nous avons maintenue toujours sur une partie du département, mais que nous avons renforcée à l'approche de la métropole vers 3h du matin, et au fur et à mesure pendant la nuit, un certain nombre de renforts nationaux avaient été envoyés et prépositionnés pour défendre la métropole. Comme le risque par rapport à la métropole s'écartait, nous avons ce matin déployé l'ensemble des renforts nationaux dont nous avions à disposition, soit au total aujourd'hui 1400 sapeurs-pompiers qui sont déployés sur le terrain pour traiter l'ensemble de la surface concernée. Voilà Madame la Préfète. Merci beaucoup. Donc en effet, ce feu reste dangereux. Nous sommes dans un épisode qui reste grave, mais il a perdu un peu de sa virulence grâce à la baisse des températures et à l'augmentation de l'humidité et une partie de son caractère convectif. Mais il a changé de sens. Puisque depuis ce matin, il est plutôt orienté sud-nord, ce qui a obligé là encore les sapeurs-pompiers à s'adapter très rapidement, adapter leur dispositif pour défendre la commune de Sainte-Hélène que nous avions déjà évacuée, mais aussi Lacanau, et donc une ligne de défense à la fois terrestre et aérienne a été installée.
Il est possible, mais ça n'est pas encore avéré, je crois, Monsieur le Contrôleur général, que le feu rechange de sens. Ouais, donc c'est fait à la mi-journée dans le sens ouest-est, donc de nouveau avec une progression vers la métropole. Donc nous avons bien fait, même si c'était désagréable pour les habitants, de les évacuer hier au soir. À la date à laquelle nous vous parlons, nous dénombrons 32 700 hectares brûlés. On a pensé à un moment que c'était 40 000 parce que le décompte avait été fait d'après une vision aérienne, mais les sapeurs-pompiers ont pu faire des reconnaissances plus précises. 32 700 hectares brûlés. On estime, mais c'est un bilan provisoire, qu'il y aurait 140 maisons détruites. Donc ça a été dit, nous avons mobilisé tous nos moyens et nous avons été renforcés. Hier, après notre échange, nous avons eu à 22h une cellule interministérielle de crise présidée par le Premier ministre, avec l'ensemble des ministres du gouvernement pour que tout le monde et tous les ministères se mobilisent pour nous envoyer des renforts. Donc ils sont là ou ils sont en route pour venir. Donc 1400 pompiers au lieu de 750, 18 moyens aériens. On a aussi par exemple des Lipico qui nous ont été livrés par la DMD, 1882 sentinelles, 1700 forces de sécurité intérieure, c'est l'équivalent de 17 forces mobiles ou CRS, 500 militaires qui vont être portés à 1000. 24 équipes d'ambulanciers du service de santé des armées avec des infirmiers, mais je laisserai tout à l'heure le DGRS préciser le dispositif qui est mis en place pour permettre aux personnes dans les EHPAD, pour permettre aux personnes alitées à domicile d'être évacuées et d'être transportées soit dans un premier lieu d'accueil comme c'est le cas avec Bordeaux-Lac, soit directement dans des EHPAD ou des établissements qui auraient des places disponibles. Un avion pour évacuation sanitaire urgente si nécessaire. Et puis l'A400M, vous savez, l'A400M, ce très bel avion immense qui permet le transport des troupes de manière très réactive partout dans le monde, et ce sera la première ici, est arrivée pour pouvoir larguer du retardant, qui est cette poudre qui permet de faire de retarder et de contrarier le feu. Donc c'est un moyen de lutte important, et donc mais peut-être que vous pourrez poser des questions au contrôleur général. L'idée de manœuvre, c'est plutôt de l'utiliser sur la ligne de feu du côté de Lacanau pour essayer de stopper le feu qui continue à progresser de ce côté-là. Pendant la nuit, nous avons aussi engagé des travaux de terrassement et des travaux de génie autour d'un certain nombre de sites sensibles pour créer des pare-feux, pour supprimer toute nappe végétale, pour ne pas donner des raisons au feu d'avoir là du combustible aux abords de la métropole notamment. Et donc nous avons sollicité, grâce à la bénévolence des entreprises du BTP et grâce au régiment du génie, nous avons engagé la création donc de pare-feux autour de certains sites sensibles qui seront terminés en fin de journée. La Chambre d'agriculture de la Gironde dispose sur son site internet d'un formulaire qui s'appelle Lutte contre les incendies, et j'invite tous les agriculteurs qui très spontanément dans notre département, mais aussi en Dordogne, mais aussi en Charente, sont d'accord pour venir aider, et ça peut beaucoup soulager les sapeurs-pompiers, que les agriculteurs viennent avec leurs tonnes à eau alimenter au plus près du foyer les engins des sapeurs-pompiers, mais il faut que ça se fasse dans le bon ordre. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Donc il ne faut pas que les agriculteurs aillent n'importe où et se mettent en danger. Il faut aller au plus près de ce qui est utile pour
pour les sapeurs-pompiers. Et puis enfin, nous ne tenons pas, pour la bonne circulation et la bonne tenue des axes, à ce que des convois de tracteurs arrivent sans que ce soit organisé. Donc ils sont très bienvenus, nous les remercions, la main sur le cœur. Ils se sont portés volontaires pour nous aider, mais nous souhaitons que ce soit organisé et donc il faut passer par la Chambre d'agriculture de la Gironde, et ce qui permettra d'échelonner les soutiens dans le temps. Et j'ajoute que le président du département de la Gironde a mis à disposition les bacs au Verdon pour permettre aux agriculteurs de Charente-Maritime qui le souhaiteraient de pouvoir passer avec leurs tracteurs. Je signale aussi que nous avons ouvert une cellule d'information du public qui répond aux questions des gens de 9h à 19h. Je rappelle le numéro de téléphone 09 70 80 90 40. Voilà, c'est une équipe de fonctionnaires qui peut répondre aux questions et qui peut nous faire remonter aussi les questions des habitants ou des citoyens, de sorte que nous puissions ensemble progresser et apporter les réponses nécessaires. Et puis pour ceux que la situation angoisse, parce que ça peut être angoissant, on est tout seul, on est isolé, on ne sait pas si on va être évacué. Pour ceux que la situation angoisse, et c'est légitime, enfin c'est en tous les cas compréhensible, je rappelle aussi que le directeur général de l'ARS a ouvert une cellule d'urgence médico-psychologique. Je rappelle aussi le numéro 0800 719 912. Je termine à deux voix avec le directeur général de l'ARS par les points de vigilance ce soir. Pour nous, les points de vigilance que nous partageons avec les sapeurs-pompiers et l'ensemble des forces de l'ordre, c'est que la menace reste très sérieuse. Il ne faut pas relâcher la vigilance. Je vais laisser la parole au directeur général pour qu'il puisse nous dire est-ce que ces fumées sont dangereuses ou pas ? Comment s'en protéger? En tous les cas, nous avons renforcé les points de contrôle et les capteurs pour analyser finement et de manière réactive prendre les mesures. Je serai amené à prendre un arrêté pour limiter les vitesses de circulation et réduire la pression de ces fumées. Voilà, je donne la parole au directeur général, puis je terminerai d'un mot pour répondre à une question qui nous est très souvent posée par les citoyens. Merci Madame la Préfète. Donc pour tout de suite parler des fumées, donc on a l'expérience de ces fumées puisque les incendies en 2022 avaient les mêmes problématiques. Donc ces fumées sont assimilables à de la pollution atmosphérique importante, donc ce que l'on peut connaître dans d'autres circonstances que les feux de forêt. Et donc il y a des mesures de protection et notamment pour les personnes fragiles. La volonté c'est de ne pas aérer chez soi pour garder un air le plus pur possible chez soi et de ne le faire que quand la pollution est tombée. La pollution est très facilement repérable à l'odeur ou à la vue, donc on voit tout de suite quand les choses sont de meilleur augure. On a l'Atmo qui, sur Internet, sur son site, montre les seuils qui sont dans chaque département et dans chaque localité. Pour les personnes les plus fragiles, il est conseillé, s'ils sont soumis à ces fumées, de mettre un masque FFP2. C'est pour cette raison que la région a été alimentée avec des stocks stratégiques de 1,5 million de masques FFP2, plus 1 million supplémentaires qui arrivent de la région Occitanie, soit 2,5 millions de masques FFP2 qui vont être distribués aux pharmacies, aux CPTS pour les professionnels de santé, aux hôpitaux, bien sûr, qui vont aussi alimenter les pompiers, donc pour être sûr de ne pas manquer de masques pour les gens qui seraient soumis à devoir respirer ces fumées, et en priorité, bien sûr, pour les personnes les plus à risque qui ont des pathologies respiratoires. Donc encore une fois, des fumées qui sont de l'ordre de la pollution atmosphérique. C'est pas des nuages toxiques au sens de création de pathologies directes par les fumées. Il faut bien sûr pas inhaler ces fumées pendant trop longtemps, mais les pompiers sont bien sûr les personnes les plus exposées.
Enfin, pour revenir sur les évacuations, vous en avez parlé, Madame la Préfète. Jusqu'ici, les personnes fragiles évacuées ont été de 1500, entre ceux qui sont résidents dans les établissements médico-sociaux, les EHPAD notamment, mais aussi les personnes à domicile et des patients hospitalisés. Je rappelle qu'on a dû évacuer la clinique de Arès, donc 89 patients hospitalisés qui ont été évacués. Il reste encore un peu plus de 500 personnes à replacer. Sur ces 500 personnes, une bonne partie n'est déjà plus dans les zones à évacuer, mais dans les centres d'accueil qui sont hors des zones à évacuer. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas y rester de manière pérenne. Ce sont des lits picots et des conditions qui ne sont pas tout à fait adaptées pour les personnes fragiles. Donc on est en train petit à petit de les replacer dans des établissements médico-sociaux ou dans des EHPAD. Et il reste encore quelques personnes à domicile et quelques établissements sur la dernière ligne d'évacuation que l'on continue à évacuer. Grâce notamment, et vous l'avez dit Madame la Préfète, à des transporteurs sanitaires, ambulances beaucoup plus nombreuses que ce que nous avions au début de l'incendie il y a quelques jours, avec des renforts de l'armée, que l'on remercie, des renforts des transporteurs sanitaires des autres départements et d'autres régions qui sont venus bien renforcer nos effectifs, et aussi des SAMU d'autres départements et d'autres régions qui sont venus renforcer avec des équipes SMUR, les équipes SMUR de Bordeaux, pour permettre de faciliter ces transports sanitaires. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Peut-être pour finir, avant de répondre à vos questions, vous dire que dans les points de vigilance que nous essayons de traiter le plus rapidement possible, pour nous, il s'agit de trouver des lieux où les personnes qui ont été évacuées et qui ont été recueillies dans des salles des fêtes, à Bordeaux-Lac, et je remercie vraiment les élus qui ont été exceptionnels, qui se sont immédiatement mobilisés. Je suis frappée par le grand élan de solidarité. Vraiment. Donc les 12 communes qui ont ouvert des lieux de repli. Pour les gens qui étaient en vacances, c'est une histoire différente qui peut s'écrire. On repart chez soi, on poursuit ses vacances ailleurs. Pour les gens qui habitent ici, en particulier tous ceux qu'on a évacués dans la nuit, au cours de la nuit dernière, sont leur résidence principale. Donc on ne peut pas imaginer qu'ils restent plusieurs jours de suite à Bordeaux-Lac, même si l'accueil est très bien organisé, comme vous avez pu le constater. Donc il nous faut trouver des lieux de sortie, des lieux où on peut être installé mieux que sur un lit picot, où on puisse passer quelques jours. Voilà. Donc ça, c'est un travail que nous faisons. Nous recensons actuellement avec les élus l'ensemble des lieux, des internats qui sont fermés, le CREPS, les lieux qui pourraient accueillir des familles ou des personnes évacuées, parce que on ne rentrera pas chez soi tout de suite. On rentrera chez soi lorsque le feu sera fixé, que les sapeurs-pompiers nous diront le feu est fixé, c'est-à-dire il n'est pas encore maîtrisé, mais ça veut dire qu'il ne progresse plus. Donc le feu est fixé, et si les conditions météo le permettent, sont favorables. Et ça, ce sera sur instruction de la préfecture, on donnera le top, on le fera dès que possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faut se méfier de ces épisodes de pluie dont on se dit nous voilà sauvés, comme ça a été ici le cas tout à l'heure, parce qu'il n'a pas plu sur le feu. Donc aujourd'hui, l'événement reste sévère, et nous maintenons notre souhait d'évacuation, et il ne faut pas que les gens retournent chez eux. Voilà ce que nous voulions vous faire comme point ce soir. Madame la Préfète, le ministre de l'Intérieur a évoqué une situation d'accalmie à la mi-journée. Qu'en est-il à l'heure où on parle? Eh bien, on peut toujours parler d'accalmie. Comment vous voyez la suite d'être contrôleur général? Oui. Alors, effectivement, on peut parler d'accalmie parce qu'on n'est plus sur le scénario que je vous ai décrit hier. Maintenant, on est sur un feu qui reste encore puissant, mais surtout dans un contexte de massif qui n'a jamais subi un niveau de sécheresse tel qu'on le connaît cette année. Je rappelle que nous sommes que fin juillet.
et on a déjà battu les records de sécheresse de 2022 ou les records de sécheresse de 1976. Ce qui fait que les procédures, en tout cas le travail pour réussir à fixer le feu reste toujours difficile. Parce que d'autant plus que nous avons des vents qui sont changeants et qui viennent réactiver des bords ce qui était le côté du feu en fonction de l'orientation du vent, derrière va devenir le front de feu. Donc ça oblige vraiment à quadriller. Nous avons reproduit avec l'accord de Madame la préfète des coupes tactiques en complément des pare-feux qui ont déjà été évoqués. Un certain nombre de coupes tactiques ont déjà été achevées, d'autres vont être en cours, et donc au fur et à mesure, nous allons continuer à travailler dans cette voie. Une chose importante, ce sont les conditions météorologiques. Là, aujourd'hui, nous avons eu des conditions météorologiques un peu plus favorables par rapport aux températures et par rapport au niveau de l'hygrométrie. C'est encore le cas demain. Ça pourrait être encore le cas lundi, mais par contre, mardi, on repart sur des hausses de température. Donc ça veut dire qu'on engage au maximum les personnels le jour et la nuit pour le fixer le plus rapidement possible. La nuit, comment ça va la nuit, justement en termes de météo, humidité, pas humidité, possibilité de travailler comme vous aimeriez le faire, comment vous voyez les choses? Si les prévisions météorologiques sont conformes, on devrait avoir une nuit qui sera propice au travail. Hier, ce qui m'a frappé, c'est que les sapeurs-pompiers, à un moment, ont pu reprendre l'offensive. C'est ça qu'on veut faire. C'est trouver les moyens, les fenêtres de tir, les fenêtres de stabilité. Peut-être là, on aura eu 48 heures. Ça leur permet de reprendre l'initiative et de partir au combat contre le feu pour le faire reculer, pour le stabiliser, pour le faire reculer. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec succès cette nuit. C'est ce qu'ils arrivent à faire. C'est encore difficile sur la Canou. Et donc voilà, il faut se réjouir si on a un peu de stabilité, parce que ça nous permet d'être de partir à la bagarre. Le feu, il est fixé, est-ce qu'il est en voie d'être maîtrisé? Non, il n'est pas fixé. Il n'est pas fixé. Ah non, c'est encore pire. Si vous voulez, il faut d'abord qu'il soit fixé pour qu'il soit maîtrisé. Là, il n'est pas fixé, donc il est encore moins maîtrisé. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une question de jour maintenant pour que justement ce feu soit fixé. On est dans l'inconnu complet. C'est difficile de vous répondre parce que nos références, je dirais, sont bousculées par rapport, je répète encore, le niveau de sécheresse du massif. Ce qui complexifie encore et ce qui rend le feu encore plus éruptif, et que le moindre espace qu'on va lui laisser dans le dispositif sur lequel on a du vent qui s'engouffre dedans, il va repartir de plus belle. Donc on est très vigilant, on essaie vraiment de le quadriller, que ce soit avec les coups tactiques, que ce soit avec les pare-feux, que ce soit avec des actions au sol, que ce soit avec des actions préventives qu'on va effectuer avec des largages de retardants. C'est notamment ce qu'on a fait sur la route départementale de la Cano, sur lequel la 400M a été utilisée pour compléter cette barrière de retardant. On l'a fait également à d'autres endroits, pas avec la 400M, mais avec d'autres moyens aériens. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, une des approches, ça a été bien sûr de faire dès lors où on le pouvait, on va au contact du feu pour essayer de le fixer, et sur d'autres domaines, on anticipe les mouvements, en tout cas les changements d'orientation du vent, pour en fait contrecarrer et contrarier toute progression qu'il pourrait avoir dans un autre axe. C'est une question d'heure de jour avant la semaine prochaine, des conditions qui sont pas du tout favorables. C'est pour ça que dès aujourd'hui, ce matin, nous avons engagé l'ensemble des moyens que nous avions à notre disposition, et pour pouvoir anticiper la nuit, nous avons reçu d'autres renforts
encore au niveau national que nous n'avons pas engagés immédiatement pour les rendre disponibles pour le travail de nuit. Je dois dire là que le gouvernement et l'ensemble des ministres sous la conduite du Premier ministre sont extrêmement bénévolents, acceptent, le préfet de police a accepté de se départir d'une partie de ses forces alors que le Tour de France va arriver. Enfin, tout le monde fait d'immenses efforts. En tant que préfète de zone de sécurité et avec le préfet délégué Marc Zarouati, nous veillons quand même à ce que les Landes, qui affrontent aussi un feu très sérieux, ne soient pas privés totalement de leurs moyens et qu'ils puissent aussi travailler. Mais franchement, je pense que si Marc dit demain au ministre de l'Intérieur, j'ai besoin de tant de pompiers pour relever mes gars qui sont fatigués, on les obtiendra. Voilà, en tous les cas, les moyens ne manquent pas et la mobilisation du gouvernement est totale. Est-ce qu'on a une idée des dégâts en termes économiques déjà sur la forêt, les maisons, etc. Ça a été chiffré. Et deuxième question, il y a aussi beaucoup de confrères consoeurs qui parlaient avec les pompiers qui étaient découragés, qui étaient épuisés. Enfin, est-ce que ça, vous sentez ça dans les troupes? Est-ce que c'est plus grave que dans d'autres épisodes? Et est-ce que peut-être il y a quelques centaines de pompiers qui vont pas être remplacés parce qu'ils n'ont pas plus la situation? Je vais répondre sur le premier point peut-être et laisser Marc Vermeulen répondre sur le second. Sur le premier, vous avez raison, c'est une question. Là, on est beaucoup dans l'urgence, enfin voilà. Mais il y a une partie des équipes de la préfecture qui travaillent sous l'autorité du préfet délégué à l'égalité des chances, et ça a commencé cet après-midi, à l'anticipation. Quel est le jour d'après? Donc le jour d'après, effectivement, il y a des impacts économiques, il faut qu'on puisse les quantifier et mobiliser tous nos outils qui existent, des exonérations de charges, des étalements de charges, de la médiation du crédit, etc., voire éventuellement la mobilisation de certains dispositifs de solidarité nationale. Nous verrons au fur et à mesure. Donc ça, ce travail, il est lancé avec les chambres de commerce, avec les collectivités. Après, c'est normal qu'au bout d'un moment, les gens soient découragés quand ils sont fatigués, mais c'est pour ça, je vais laisser Marc Vermeulen dire ce qu'il pense pour ses troupes, mais c'est pour ça que c'est important que le gouvernement nous envoie du relais. C'est parce qu'on a besoin à un certain moment de repos pour retrouver de la force et de la conviction. Voilà. Alors, sur les sapeurs-pompiers de Gironde. Alors oui, effectivement, les troupes sont fatiguées. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une saison qui a commencé très tôt, donc puisque depuis début juin, en lien avec le niveau de sécheresse du massif, nous sommes très sollicités. C'est pas parce que les feux n'ont fait que quelques hectares que derrière ça n'a pas nécessité un travail, notamment un travail de prévention et de déploiement des effectifs dans le massif. Et puis surtout, mardi, nous avons payé un lourd tribut en perdant 2 de nos camarades. Et malgré ça, les effectifs girondins ont répondu présent et se sont engagés. Voilà. Et vous engagez avec un tel niveau de risque, puisque je peux en attester, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'étais à leur côté. C'était une bataille. On avait déjà livré une bataille maison par maison pendant la journée, sur la limite de périphérie urbaine de Lège. C'était pire la nuit, puisque nous avions des feux qui se projetaient en centre-bourg, qui se projetaient et qui se propageaient de première ligne de maison en deuxième ligne de maison, avec des risques énormes. On a un sapeur-pompier de Seine-et-Marne qui a été blessé avec une fracture ouverte de la cheville suite à une explosion de gaz. J'ai un de mes cadres qui en fait, de fatigue, a eu un accident également. Heureusement, il est blessé léger. Donc, je peux vous dire que, oui, effectivement, comme tout être humain, on peut avoir des coups de mou, mais en tout cas, au niveau de l'attaque, et quand cette nuit, il fallait retourner au charbon parce qu'on avait une fenêtre de tir, on y a été. Voilà. Oui, il peut y avoir un petit évacuation de la métropole. On n'en est pas du tout là. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la direction du feu et quelles sont les prévisions par rapport aux immédiats, notamment aujourd'hui, c'est plutôt Saint-Pédère, tout ça. Non, mais ça a changé dans l'après-midi, c'est revenu ouest-est. Voilà, c'est ça. Donc
la direction du feu, ça Bordeaux. Oui, mais ça va encore changer dans la nuit. Donc c'est la raison pour laquelle je vous expliquais qu'on est vigilant quasiment sur le 360 autour du feu. Voilà. Peut-être qu'on a une cellule de crise interministérielle avec le Premier ministre, donc on va quitter. Question pour les personnes qui n'ont pas voulu évacuer malgré les messages envoyés hier soir, qui sont peut-être dans des communes comme Saint-Médard par là-bas. Est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? La deuxième question sera par rapport à l'aéroport de Bordeaux. Est-ce qu'il reste ouvert? Que va-t-il se passer? Alors l'aéroport reste ouvert et il fonctionne normalement. La seule chose qui pourrait éventuellement le gêner, c'est s'il y avait des fumées qui rendaient compliqué les atterrissages et les décollages, mais c'est pas le cas à l'heure où je parle. Pour ceux qui sont des récalcitrants, sans doute ne croient-ils pas à la menace. Et sans doute les photos que vous allez publier, puisque le contrôleur général les a joints au communiqué de presse, pourront leur faire prendre conscience mieux en voyant les choses que c'est un ogre et qu'ils mettent en danger leur vie parce qu'il peut aller très vite. Là, il est plus calme, il avance moins vite, mais il peut aller très vite. D'ordinaire, je parle sous votre contrôle, un feu il progresse d'1 km par heure, c'est ça? Un peu moins, 0,8, voilà. Alors, il y a quelques jours, c'était 5 km par heure. Il allait très vite, ce feu. Donc, voilà, leur responsabilité, c'est, à mon avis, d'écouter les conseils qu'on leur donne, de croire dans ce qu'on leur dit. On fait pas pour s'amuser, hein. C'est beaucoup de travail pour la police et la gendarmerie, d'accompagner toutes ces évacuations, pour l'ARS, d'équiper les sites en médecins, pour les élus, de trouver des lits, de nourrir, etc. Voilà. Et par ailleurs, la police et la gendarmerie font des contrôles et vérifient dans les villes évacuées, dans les communes évacuées, que voilà, l'ensemble des personnes sont parties. J'espère que non. Voilà, j'espère que non. C'est pas. Enfin, je décide des évacuations en anticipation pour pas les faire sous la pression des flammes, parce que les sapeurs-pompiers à ce moment-là ont autre chose à faire. Mais là, on a quand même 167 000 personnes en 3 jours. Vous voyez, c'est pas totalement incident, donc j'espère que ça va rester comme ça. Mais l'avenir le dira. Voilà, merci beaucoup. Merci. On part. Voilà, vous venez de suivre l'intervention, entre autres, de Sophie Broca, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, sur Europe 1 et sur CNews. La menace reste très sérieuse, dit-elle. Le feu reste dangereux. Nous sommes dans un épisode qui reste grave, mais il a perdu un peu de sa violence grâce à la baisse des températures et à l'augmentation de l'humidité, vient de déclarer Sophie Brocas. Nous sommes avec Jérôme Pessina, maire de Martignac-sur-Jalles. Merci, pardonnez-nous pour le retard, mais la priorité est effectivement à cette conférence de presse donnée par la préfète. Je voulais absolument vous avoir, puisque votre ville a été évacuée cette nuit. C'est bien cela, Jérôme Pessina? Oui, tout à fait. Pas de problème pour le retard, puisque ça m'a permis de suivre également la conférence de presse de la préfète. Alors, quelle est la situation chez vous, Jérôme Pessina? Écoutez, notre ville est complètement évacuée depuis plusieurs heures maintenant, suite à l'annonce et à l'alerte qui a été reçue par l'ensemble des habitants à partir de 1h du matin cette nuit. Et donc aujourd'hui, seules circulent les personnes qui permettent d'assurer les opérations de secours, et en se dirigeant vers le feu notamment, avec des colonnes de pompiers qui sont présentes, et puis les gendarmes qui sont présents, qui, pour surveiller la commune de Martignac, viennent tout droit de Perpignan. Quel est l'état d'esprit de vos administrés? Ils sont évidemment inquiets, je suppose, notamment ceux qui ont dû quitter leur domicile, parce qu'ils ne savent pas à quel moment ils pourront revenir chez eux. C'est aussi ça, la situation, Jérôme Pessina. Oui, la ville de Martignac, c'est une ville de 8000 habitants, donc en proximité, à taille humaine, et souvent les habitants nous posent cette question: quand est-ce qu'on pourra revenir, puisque c'est aussi pour eux gage d'une amélioration de la situation. Or, vous l'avez entendu, la préfète vient de le dire avec ses équipes, ce n'est pas encore une perspective que l'on peut affirmer et que l'on peut indiquer à nos habitants. Nous restons sur un format d'évacuation totale. Il est interdit de retourner sur le territoire communal.
Vous n'êtes pas le premier maire que j'interroge dans nos différentes émissions sur CNews et sur Europe 1. Ce qui me marque et ce qui nous marque, c'est cette grande solidarité entre vous. Et là, il n'y a pas de politique, évidemment, et c'est le plus important. Et heureusement, d'ailleurs, je dirais, hein, cette solidarité, cette fraternité. Oui, et puis c'est certainement ce qui nous a aussi animés dès 2022. On a tiré aussi les conséquences de ces événements qui ont déjà fait émerger une grande solidarité à travers les communes girondines. Et ça s'exerce de nouveau ici. Et je vais au-delà, c'est l'ensemble des solidarités qui s'exercent avec les différentes forces de sécurité, de secours qui agissent sur nos territoires, mais aussi les citoyens eux-mêmes avec beaucoup de bonne volonté qui sont portés en notre direction pour participer aux organisations diverses. Et j'avais le maire de Lacanau, témoignage très fort également au cours d'une de nos émissions, qui nous disait ben voilà, c'est le rôle des élus locaux. Vous devez prendre des responsabilités plus que jamais pour organiser au mieux les évacuations et la protection de vos administrés. Hein. Force est de constater, on est toujours là en cellule de crise dans une commune qui n'a plus d'habitants, mais nous restons là avec des équipes élues pour organiser les différents convois, les accompagner. Je vois là par exemple, nous avons les gendarmes venus de Perpignan où on a mis à disposition notre hôtel de police municipale où ils peuvent se restaurer, faire une pause, prendre une douche, puisque les fumées sont très présentes dans notre commune. Donc c'est aussi un accompagnement de chaque instant. Question que je pose à tous les élus, est-ce que vous avez un message, vous êtes en direct sur CNews et sur Europe 1, à passer à vos administrés ou un message à passer tout court? Profitez-en, CNews est au plus près de vous évidemment dans ces circonstances-là. J'espère vous retrouver très vite dans cette commune puisqu'elle est très triste sans cette vie qui nous anime dans cette commune à l'ouest de la métropole, à mi-chemin entre le bassin d'Arcachon et Bordeaux. J'espère que nous pourrons revenir en sécurité le plus rapidement possible. Il se trouve que j'ai vécu à Bordeaux il y a quelques années de ça.